Bonjour à tous. J'aimerais profiter de l'actualité qu'il y a en ce moment autour de la guerre et la paix pour discuter avec vous d'une partie de mes recherches sur l'évolution de l'État, notamment sur le fait que nous sommes en train de quitter le modèle des États-casernes, c'est-à-dire cette organisation qui avait pour modèle l'armée, qui est à l'origine même d'ailleurs de la fondation de l'État, qui s'est copiée ensuite sur l'ensemble de nos institutions et même plus largement sur l'ensemble de notre société, sur l'organisation générale de notre société. Donc j'aimerais montrer comment nous sommes en train précisément d'arriver au bout de ce modèle et surtout que ce n'est pas les velléités guerrières actuelles que nous voyons dans l'actualité qui remettent en cause cette évolution générale, même au contraire, elle a plutôt tendance à la confirmer. Et donc je vais mobiliser l'histoire comme à mon habitude, je vais essayer d'être assez bref sur mes propos pour justement vous montrer, pour essayer de montrer en tous les cas comment l'État, me semble-t-il, est en train d'évoluer et en tous les cas vers quelle forme il devrait aller pour être en conformité avec l'évolution de sa société et de son peuple. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, j'avais traité du déficit public et notamment du comportement des dirigeants quand ils ont la nécessité de trouver des ressources supplémentaires. J'avais alors évoqué l'ancienne France, et notamment le Moyen-Âge, quand nos rois et nos seigneurs de l'époque menaient alors des guerres, d'abord pour conquérir des territoires et agrandir leur propre domaine, et ainsi capter la richesse de leurs voisins, ou alors faisaient des sortes d'excursions pour aller piller les territoires voisins et ainsi amener de la richesse pour payer ce qu'on appelait alors à l'époque les gens en armes, ou soit tout simplement leur permettait de justifier la levée de taxes sur leur propre population. C'est-à-dire que dès l'origine, impôts, guerre et État sont liés. Et l'État, précisément, est né sur la justification de lever une charge fiscale précisément pour protéger un territoire et pour mener des guerres. D'ailleurs, les nobles considéraient qu'ils ne devaient pas payer l'impôt en nature, en argent, parce que précisément ils étaient soumis à ce qu'ils appelaient alors l'impôt du sang, c'est-à-dire qu'ils donnaient leur propre vie. Ceci est très intéressant dans la naissance de l'État et comment cet argumentaire de la guerre ou de l'idée de devoir se préparer à la guerre a toujours été mobilisé pour justifier le prélèvement sur ses propres populations des taxes et des impôts. D'ailleurs, cela n'a pas toujours concerné que l'ancien régime ou l'ancienne France ou le Moyen-Âge, cela a aussi concerné l'époque très moderne. Rappelez-vous par exemple la création de l'impôt sur le revenu qui a fait énormément débat au XIXe siècle et il faudra attendre le premier conflit mondial pour justifier sa création au titre exceptionnel pour financer l'effort de guerre, mais comme souvent en fiscalité, ce qui est exceptionnel dure dans le temps et donc nous avons encore aujourd'hui un impôt sur le revenu, mais sa première justification avait été justement le financement du premier conflit mondial. Parce que ce modèle militaire va se caler sur l'ensemble de la société. Ce modèle notamment de la caserne. Et d'ailleurs, notre monde moderne à nous est né de deux militaires. Le premier d'entre eux, bien sûr, est Napoléon, qui va créer la plupart des institutions qui encore actuellement gèrent notre société, en tous les cas en France, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit les préfectures, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la Banque de France, que ce soit même le Code civil qui structure notre droit. Alors peut-être qu'il a profondément changé en fond, mais en tous les cas dans sa forme, il est encore très prégnant dans notre droit et l'organisation de notre société. Ça sera aussi les lycées, bon, c'était très différent à l'époque, mais auxquels Napoléon écrivait, vous savez, les emplois du temps pour qu'ils soient tous uniformes. Nous avons en effet, de par cet héritage napoléonien,
un héritage militaire dans notre organisation. Regardez aussi l'architecture, si ce n'est de Paris. Et donc, cela, on l'a reçu en héritage, et c'est intéressant d'ailleurs de noter comment toutes ces institutions sont aujourd'hui en crise et cherchent justement un second souffle pour pouvoir exister. Le deuxième militaire qui a été fondamental, je dirais, dans la création de notre société, eh bien c'est le général de Gaulle, qui est quand même à l'origine de la Ve République qui est actuellement, en tous les cas, en exercice, et elle aussi est en crise et cherche précisément un second souffle. Parce que justement, cette structure militaire imprègne toute la société. Regardez le vocabulaire de nos politiques. Ils parlent souvent de l'ordre, marcher en ordre. Et d'ailleurs, un parti politique va prendre le nom de En Marche, par exemple. C'est très significateur de l'idée qu'on a de la société, c'est-à-dire que si elle n'est pas rangée, en ordre, elle ne peut pas avancer, un peu comme un bataillon qui doit être bien ordonné pour avancer. La loi aussi, dans notre loi constitutionnelle, nous avons institué l'état de siège, qui est le passage en cas de conflit du pouvoir de l'autorité politique vers l'autorité militaire. Nous avons aussi dans la loi ce qu'on appelle la mobilisation générale. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une réforme de cette loi de mobilisation générale qui a beaucoup fait débat. Mais là aussi, c'est comment l'État peut mobiliser l'ensemble de la société de façon autoritaire si elle rentre dans un effort de guerre. Et cela aussi est un argument actuellement que vous entendez dans l'actualité. Le Conseil de défense, par exemple, rappelez-vous, là aussi, pendant la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, comment ce Conseil de défense, eh bien finalement, ne rendait de compte à personne. On voit par tous ces aspects comment finalement l'aspect militaire organise l'ensemble de notre société et on voit précisément comment toutes ces institutions actuellement sont fortement en crise et cherchent un nouveau souffle. Pourquoi ? Parce que nous sommes rentrés dans l'ère du nucléaire. En effet, avec l'apparition de la bombe atomique, nous avons changé la configuration mondiale de la guerre. Les pays qui possèdent cette arme ne peuvent plus se faire la guerre, en tous les cas de façon directe, parce que il y a une impossibilité de se faire la guerre. En effet, si deux pays possédant l'arme atomique se faisaient la guerre, ça serait un véritable désastre, d'abord pour ces deux pays, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Et donc il y a en effet cette impossibilité de se faire la guerre. Mais, et c'est là le paradoxe, l'impossibilité de se faire la guerre, c'est aussi l'obligation de se faire la paix. Et donc cette obligation de paix a profondément changé le regard de nos populations sur la guerre et sur les structures qui avaient pour base précisément l'armée, toutes celles dont je viens de vous expliquer. Et ce pacifisme obligatoire va modifier les aspirations profondes de notre société. En effet, là où avant un État avait le droit, quelque part, en envoyant les hommes à la guerre de vie et de mort sur les populations, parce qu'envoyer des gens à la guerre, c'était quelque part aussi les envoyer à la mort. Rappelez-vous l'expression, par exemple, qui a été créée de la chair à canon pour évoquer tous ces hommes qu'on envoyait à la guerre. Et je pense que les deux conflits mondiaux ont précisément marqué les esprits sur cet aspect-là. Et donc il y a de plus en plus un pacifisme qui est né de cela. Et donc ce droit de vie, de mort, quelque part des États, quand ils envoient les hommes à la guerre, se transforme petit à petit dans cette obligation de paix, dans le fait que finalement tout le monde a le droit de vivre. Donc vous voyez, il y a un glissement, je dirais mythologique, un glissement de discours qui va du droit de mort et de vie au fait que tout le monde a le droit de vivre. D'ailleurs, regardez par exemple l'argumentaire du président américain
pouvoir mettre fin au conflit qu'il y a en ce moment en Ukraine. Il dit que la première chose qui doit nous pousser à arrêter ce conflit, c'est qu'il y a des jeunes qui meurent. C'est-à-dire que quelque part, comme tout le monde a le droit de vivre, il n'est plus possible, il n'est plus pensable qu'on envoie des gens, des hommes se faire tuer. Et vous voyez donc cette modification profonde de notre mentalité et donc forcément une évolution lente mais certaine de la structure de nos États qui quitte finalement le modèle militaire. D'ailleurs, regardez dans la société, par exemple, comment les casernes ont quitté l'espace urbain. Les casernes ont été, pour certaines, transformées, soit en logement, en espace culturel, en centre commercial. Regardez par exemple à Bordeaux deux exemples fameux, qui est la caserne Niel ou alors le Santé Naval, qui ont été tous les deux, pour l'un transformés en logement, pour l'autre transformés en espace culturel. Et donc vous voyez comment même dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, la caserne a quitté l'espace urbain, l'espace quotidien dans lequel nous vivons, parce que précisément nous sommes en train de changer profondément notre relation à l'autorité. D'ailleurs, regardez aussi tous les mouvements sociaux dernièrement ont des difficultés ou ne souhaitent pas avoir de leader, avoir de chef, précisément parce que quelque part cette idée de chef, de hiérarchie est intéressante, mais elle est méfiante. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur qu'on trahisse leurs paroles. Le rejet aussi de la classe politique qui s'inspire précisément de ce discours que je vous ai évoqué sur l'ordre en est encore un exemple. Et donc nous voyons comment nous sommes en train de passer d'un État qui pouvait être présenté comme un commandeur, comme quelque chose de providentiel qui décidait finalement du destin des hommes, qui était attaché justement à cette notion d'intérêt général, mais les populations dans cette évolution et dans ce pacifisme obligatoire, forcément se sont aperçus que l'intérêt général était souvent plutôt l'intérêt des États et que, au contraire, eux, ils voulaient avoir à eux le bien commun, la gestion du bien commun qui est commun à l'ensemble d'une population et donc avoir une relation différente à l'autorité. En fait, nous sommes en train de passer d'un État qui pouvait se présenter comme commandeur à un État qui se présente de plus en plus comme coordinateur, notamment dans la possibilité qu'il doit offrir aux citoyens de gérer directement leurs services publics auxquels devrait réellement servir la levée fiscale, c'est-à-dire à gérer ce qui leur permet de vivre au quotidien. Et donc moi je suis persuadé d'abord de cette évolution lente mais certaine de l'État qui va quitter ce modèle de la caserne, mais aussi je suis persuadé que dans l'avenir, il y aura forcément aussi une mutation de la fiscalité qui sera de plus en plus allouée de façon directe aux différents services publics. Et cela va ensemble, comme je vous l'ai montré, État et fiscalité sont deux points qui évoluent en commun. En fait, je crois que aujourd'hui les populations ne cherchent plus la guerre, elles cherchent au contraire la paix, c'est-à-dire un monde où tout le monde a le droit de vivre. Je vous remercie et à très bientôt.